L'évaluation des apprentissages, ça représente pour les enseignants l'un des actes les plus difficiles à réaliser dans le cadre de leur pratique enseignante. L'évaluation, ça doit suivre une démarche rigoureuse, mais ça, on va voir ça dans une prochaine vidéo. Donc pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour rendre compte des apprentissages, que ce soit dans un contexte diagnostique, formatif ou sommatif, on doit s'appuyer sur une démarche bien documentée qui va permettre de réaliser des interprétations valides afin de prendre les meilleures décisions possibles. Pour ajouter à cette complexité, l'évaluation des apprentissages se déroule quasi toujours dans un contexte où les enseignants s'appuient sur des informations partielles, parfois ambiguës, mais toujours imparfaites. En effet, ceux-ci souhaiteraient souvent avoir plus d'informations, exemple des examens plus longs, qui permettraient idéalement de mieux échantillonner les apprentissages, avoir plus de moments où collecter de l'information, mais la réalité, c'est que les enseignants doivent composer avec l'information disponible dans un contexte où les contraintes pédagogiques, administratives ou structurelles ne peuvent être sous-estimées. D'autres aspects contextuels peuvent influencer positivement ou négativement l'évaluation des apprentissages. Le climat d'enseignement, les attitudes, la formation en pédagogie du prof, le profil des étudiants. Ça, c'est quelques exemples qui illustrent en fait ces éléments contextuels-là. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le concept de contrat évaluatif, qui est emprunté à celui de contrat didactique, qui offre, selon moi, une grille de lecture afin de situer puis de mieux comprendre les enjeux et les tensions à l'égard de l'évaluation des apprentissages dans le contexte de salle de classe. Le contrat d'évaluation, ça peut être utile avant tout pour les enseignants, pour leur permettre de mieux comprendre la sociologie de l'évaluation des apprentissages. De façon plus opérationnelle, le contrat peut offrir des assises conceptuelles afin de répondre à certaines questions, comme pourquoi évaluer, comment évaluer, à quel moment, avec quelle modalité, quel climat de classe instaurer, etc. Donc, le contrat évaluatif peut aussi être utile afin d'offrir une grille de lecture en cas de désaccord avec les élèves. Ainsi, ces éléments conflictuels sont souvent les révélateurs de bris dans le contrat évaluatif. Alors, on va regarder ça avec plus de détails maintenant. Bon, le contrat d'évaluation, alors qu'est-ce que c'est? Donc, c'est d'abord et avant tout un concept qui a été emprunté au domaine de la didactique, donc ce qu'on a appelé le contrat didactique. Ça fait quand même assez longtemps là, que ce concept-là a été défini. Ça fait une quarantaine d'années par Guy Bousseau, qui s'intéressait à la didactique des mathématiques. Donc, on est obligé de faire un petit détour du côté de la didactique des mathématiques avant de passer au contrat d'évaluation en tant que tel. Alors, comment Bousseau l'a défini? Ben, il a défini le contrat didactique comme l'ensemble des comportements de l'enseignant qui sont attendus de l'élève et de l'ensemble des comportements d'élèves qui sont attendus de l'enseignant. Alors, comme on va le voir un petit peu plus loin, ce qui est très important dans le contrat didactique, c'est que c'est beaucoup du dit, mais beaucoup aussi du non-dit. C'est-à-dire une espèce de culture, on pourrait peut-être l'appeler de cette façon-là, une culture en fait qui est explicite ou implicite et qui vient un peu teinter en fait ce qui se passe au niveau de la salle de classe. Pour bien comprendre la notion de contrat didactique, il faut aborder la notion du triangle didactique. Alors, vous voyez, donc, les sommets de ce triangle-là sont composés des savoirs, de l'enseignant et puis de l'élève. Donc, savoir, j'aurais pu le mettre aussi au pluriel, mais savoir avec un S majuscule. Donc, ça inclut, c'est pas uniquement des connaissances déclaratives, mais c'est aussi tout ce qui concerne les compétences, les techniques, les méthodes, les connaissances déclaratives, les connaissances procédurales. Donc, tout ce qui compose en fait les apprentissages que vont faire les élèves au secondaire. Alors, les sommets des triangles sont bien identifiés. Maintenant, on va regarder ce qui unit ces sommets-là. Donc, entre les enseignants et les savoirs, on va appeler ça la didactique. En fait, la didactique s'intéresse à la transposition didactique, c'est-à-dire comment on peut passer des savoirs savants au savoir enseigné. Donc, l'enseignant en salle de classe, lorsque vous allez enseigner dans chacune de vos disciplines,
ce n'est pas les savoirs savants que vous allez nécessairement enseigner. Vous allez faire une transposition. Vous n'allez pas enseigner, par exemple, ce qu'on retrouve dans les journaux scientifiques. Donc, il y a un travail didactique qui va se faire pour permettre justement aux élèves, en fonction de leur âge, en fonction de là où ils sont rendus, en fonction de leur conception, d'être en mesure de les amener le plus près possible justement de ces savoirs savants-là. Entre le sommet formé par l'enseignant et l'élève, on va retrouver évidemment la pédagogie. Donc la pédagogie, ça se trouve à être l'ensemble des aspects qu'un enseignant, mais aussi des élèves peuvent mettre en place pour créer un environnement d'apprentissage qui soit le meilleur possible. Donc, quand on décide, par exemple, de faire travailler les élèves en équipe, on leur demande de travailler sur un projet, lorsqu'on leur demande de créer, par exemple, un livre collectif, ça, c'est l'ensemble des aspects qu'on peut associer à la pédagogie. Ce que je fais présentement, des vidéos où j'essaie de trouver des façons un peu stimulantes d'aborder les concepts, ça fait partie de la pédagogie. Donc, c'est vraiment ce qui va souder, en fait, en quelque sorte, ce que va faire l'enseignant et ce que va apprendre l'élève. Donc, la façon dont ça va se faire. Et entre le sommet formé par l'élève et les savoirs, là, c'est là qu'on va retrouver l'apprentissage et puis aussi l'évaluation. Donc, c'est ce qu'on va souvent mettre en place, c'est-à-dire des dispositifs d'apprentissage, des dispositifs d'évaluation, donc qui vont permettre de voir jusqu'à quel point les élèves, comme on le mentionnait tantôt, ont rencontré les objectifs d'apprentissage qu'on peut avoir à l'égard des savoirs savants. Donc, ces trois dimensions-là sont assez importantes là, parce que c'est ce qui vient un peu définir un peu l'environnement pédagogique dans une classe. Alors, on va examiner un exemple classique, non pas de contrat d'évaluation, mais bien de contrat didactique. Donc, on va regarder un petit bout de film et je vous reviens ensuite. Des moutons étaient en sûreté dans un parc. Des moutons. Moutons. Voyons, mon enfant, faites un effort. Je dis moutons. Étaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton. Il y avait plusieurs moutons. Alors, vous avez sûrement reconnu le film Topaz de Marcel Pagnol. Donc, c'est un court extrait, mais qui est assez intéressant, assez rigolo. Alors, qu'est-ce que vous avez compris de cette situation-là? Probablement le fait que l'enseignant, en fait, donne un cours individuel à un élève et puis il donne une dictée. Donc, ça commence avec une dictée, tout ce que de plus traditionnel. Et puis, rapidement, l'enseignant se rend compte que... L'enseignant, en passant, il s'appelle Topaz, là, tout le titre du film. Donc, Topaz se rend compte que l'élève, en fait, il fait des erreurs. Donc, de toute évidence, des moutons, il a oublié un S. Alors, il reprend des moutons, donc pour accentuer le son S à la fin de mouton. Et puis, l'élève, de toute évidence, le pluriel, c'est un peu difficile pour lui. Donc, des moutons étaient, et là, donc, Topaz revient, et puis il accentue le fait qu'il y avait plusieurs moutons. Donc, c'est très intéressant. Ça apporte maintenant l'effet Topaz en didactique, en fait, est issu de cette constatation-là par Brousseau avec cet extrait-là. Où, en fait, ce qui était au départ, en fait, une dictée, tout ce qu'il y avait de plus traditionnel devient une espèce de problème de phonétique. Et puis, puisque ça ne fonctionne pas, Topaz finit par lui donner les réponses, quoi. Il finit par lui dire à l'élève, en fait, ce qu'il doit écrire. Donc, l'effet Topaz, en fait, c'est ça. C'est le fait de faire en sorte que le problème qu'on va donner aux élèves
on va tellement, en fait, l'édulcorer que ça n'aura plus rien à voir à la fin avec le problème qu'on aura donné au départ. Donc, c'est ce que Brousseau appelle l'échec de la négociation didactique. Donc, ça consiste, en fait, pour l'enseignant, à éluder, en fait, le sens du problème dont il était question initialement pour en faire quelque chose qui est plus à la portée des élèves, parce que les élèves rencontrent des difficultés. Donc, dans le cas de Topaz, plutôt que de dire je vais lui donner la dictée, puis on va partir des erreurs, et à partir de ces erreurs-là, on va essayer de construire des apprentissages un peu plus adéquats, il lui donne des réponses. Donc, comme ça fait en sorte que ça rassure l'élève, et puis ça rassure le prof aussi, parce que, à la toute fin, ça va donner quoi de corriger ça? Pas grand-chose. Parce que finalement, c'est Topaz qui a donné toutes les réponses. Donc, on va partir avec ça. C'est un des effets. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site de Guy Brousseau, qui est décédé maintenant, mais il y a un site qui demeure actif qui s'appelle Guy Brousseau, guy-brousseau.com. Et vous allez trouver de la documentation, en fait, sur ces aspects-là didactiques qui sont vraiment hyper intéressants et qui s'appliquent à toutes les disciplines, hein, pas juste à la didactique des maths. Donc, il y a d'autres effets comme ceux-là là, qui sont présentés sur son site. Donc, l'effet Topaz, l'effet Jourdain, l'effet Papy, l'effet Diennaise, etc. Là. Donc, un peu des illustrations, en fait, semblables à celles que je viens de vous présenter. Alors, examinons un autre exemple classique en didactique des mathématiques, qui est le problème de l'âge du capitaine. Donc, initialement, en fait, c'est dans une lettre qui a été envoyée par Gustave Flaubert, donc en fin du 19e siècle, qui a été repris, entre autres, par Stella Baruch, dont elle a écrit un livre qui s'appelle L'âge du capitaine de l'erreur en mathématiques, qui est paru au milieu des années 80. Et donc, si on examine en fait ce problème-là, ce que ça dit, sur un bateau, il y a 26 moutons et 10 chèvres. Quel est l'âge du capitaine? Alors, bien entendu, il n'y a pas de solution mathématiquement valable pour une expression comme celle-là. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que lorsqu'on pose cette question-là à des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils vont trouver des réponses. Ils vont dire que le capitaine a, par exemple, 36 ans. Ils vont faire 26 plus 10. Ils vont faire 26 moins 10, ça fait 16, mais en même temps, un capitaine, hein, souvent l'image populaire qu'on va avoir d'un capitaine, c'est quelqu'un d'assez âgé, quelqu'un qui a des cheveux blancs. Bon, alors 16 ans, ça paraît moins. Ils vont faire 26 fois 2, 52, plus 10, 62. Bref, ils vont essayer de trouver du sens à un problème qui n'en a pas. Et c'est excessivement intéressant parce que quand on interroge en fait les enfants par la suite, on leur dit, vous voyez bien le problème, là, qu'il n'y a pas vraiment de sens. Et les enfants vont répondre, on le sait qu'il n'y a pas de sens. Là. Mais le prof nous pose une question, donc il devrait y avoir une réponse. Là. Donc, on a essayé de trouver du sens au travers de tout ça, alors qu'on savait très bien qu'à la base, il n'y en avait pas. Alors, ça, c'est vraiment au cœur même, en fait, du contrat didactique. Donc, quand on parle des règles implicites et explicites, dans les règles implicites, ça c'en est une. C'est-à-dire qu'il est convenu que si le prof pose une question, c'est que nécessairement, cette question-là a du sens. Elle est logique et elle appelle à une réponse qui est logique aussi. Donc, c'est vraiment un cas qui a été abondamment étudié, la question de l'âge du capitaine. Vous pouvez même aller sur Wikipédia, sur la page de Stella Baruch, là, vous allez avoir un peu l'historique de ces développements-là. Puis il y a plein d'articles aussi qui ont été publiés sur cette question-là. Mais ce que ça nous montre, c'est clairement, en fait, que ce contrat didactique-là, donc ce qui est clairement écrit sur le contrat, mais surtout ce qui n'est pas écrit, fait en sorte qu'on peut observer des comportements plutôt bizarres, en fait, de la part des élèves, là, qui ont trouvé toutes sortes de subterfuges pour trouver une solution à ce problème-là.
parce qu'ils sont, on dirait qu'ils sont tellement formatés à ce que ça soit logique, en fait, qu'à l'école, le prof pose des questions qui ont du sens, qu'ils finissent par plus vraiment se poser de questions et puis se dire, ben, s'il pose cette question-là, c'est qu'il doit y avoir une bonne réponse. Et donc, ça va nous mener directement au contrat d'évaluation. Donc, on va regarder les caractéristiques rapidement, puis ensuite, on passe au contrat d'évaluation en tant que tel. Alors, dans le contrat d'évaluation, il y a 3 éléments particulièrement importants. Premièrement, il y a des règles. Donc, de la même manière qu'un contrat ordinaire, il y a des clauses. Eh bien, dans un contrat d'évaluation ou un contrat didactique, il y a la même chose. Donc, il y a des règles qui sont clairement énoncées et il y a des règles qui sont un peu moins. On pourrait les comparer, en fait, aux petits caractères qu'on va retrouver dans un contrat d'achat ou de vente ou, vous savez, les petits caractères en note de bas de page, là, souvent ce qu'on ne va pas lire. Ou tout simplement des règles qui sont tout simplement pas dans le contrat, donc des aspects qui n'auront pas été pensés, dont on n'aura pas pensé à mettre clairement, en fait, noir sur blanc sur une feuille de papier. Donc, je vais y revenir. Pour l'instant, je sais que c'est un peu théorique, là, mais je pose des choses et ensuite, on va regarder des exemples concrets qui vont nous permettre de mieux comprendre, en fait, ces différentes caractéristiques-là du contrat d'évaluation et du contrat didactique. Deuxième élément important, c'est la question de la négociation. Donc, on dit une négociation perpétuelle parce que les rôles vont changer. Le rôle de l'enseignant à l'intérieur d'une journée, d'une classe, d'une année, il va changer. Le rôle des élèves aussi, il va changer. Les attentes vont changer. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir un changement, peu importe la nature, ça va demander en fait une renégociation du contrat. Donc, pour savoir à quel endroit on se situe, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est non dit, qu'est-ce qu'on suppose, qu'est-ce qu'on a besoin de rendre plus explicite, etc. Dans la même veine, quand je parle de l'art de changer de chapeau, pour nous en évaluation, l'illustration la plus éloquente, c'est le fait que vous allez évaluer vos élèves dans différents contextes. Bon, grosso modo, on va le voir dans une prochaine vidéo, mais grosso modo, il y a 2 grandes fonctions à l'évaluation. Il y a une fonction qui est formative, d'aide à l'apprentissage, puis il y a une fonction plus sommative qui est une fonction de rendre compte des apprentissages. Donc, une fonction qui est plus pédagogique, l'évaluation formative, puis une fonction qui est plus administrative, qui est l'évaluation sommative. Donc, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo avec plus de détails sur ces différentes fonctions d'évaluation-là, mais déjà, on sait qu'il y en a au moins 2. Et l'enseignant, il va passer son temps à naviguer ou à changer de chapeau et, dans un contexte d'évaluation formative, dire aux élèves, ben, montrez-moi vos erreurs, ouvrez-vous à moi, dites-moi ce que vous ne comprenez pas, comment je peux vous aider. Donc, il y a toute cette espèce de bienveillance pédagogique-là qui est sous-entendue à l'évaluation formative. Mais quelques cours plus tard, il va y avoir l'évaluation sommative, où là, on ne va pas être dans un processus d'évaluation formative, mais dans un processus d'évaluation sommative qui va déboucher en fait sur une note, sur une cote, donc peu importe dans quel système de notation on va se trouver, mais il va y avoir un jugement qui va être plus ou moins définitif, mais disons qui a plus tendance à être définitif que ne pas l'être. Et donc, dans ce contexte-là, le message que les élèves vont recevoir, c'est qu'il ne faut pas qu'ils vous montrent leurs difficultés. Il faut qu'ils cachent leurs erreurs. Il ne faut pas qu'ils vous disent leurs incompréhensions parce qu'ils vont être sanctionnés là-dessus. Donc, vous voyez, ce double chapeau-là, et ça, c'est un classique de l'évaluation des apprentissages. Ça fait depuis la nuit des temps que c'est comme ça. Y a-t-il une solution? On va en parler dans les cours qui vont venir. Il y aurait probablement des pistes, certainement, pour essayer d'au moins d'atténuer cet effet-là. Mais ça, c'est une illustration très concrète du contrat d'évaluation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le chapeau change. Vous passez d'un chapeau d'évaluateur pour aider les élèves dans leurs apprentissages
à un chapeau, vous allez sanctionner les erreurs. Et donc ça, c'est une illustration très forte, en fait, du contrat d'évaluation. Bon, regardons maintenant des exemples concrets d'un ouvrage qui est à paraître, là, que je suis en train de compléter. Donc, 3 exemples. La première colonne, en fait, vous allez avoir la perception de l'enseignant, dans la deuxième, la perception de l'élève, et dans la troisième, la nature de la rupture dans le contrat. Donc, il va y avoir une rupture lorsque, justement, les attentes entre le prof et puis les élèves ne seront pas au diapason. Il va y avoir une rupture quand il y a un manque de communication. Donc, ça, c'est des exemples où il peut y avoir une rupture dans ce contrat d'évaluation-là. Premier exemple, donc, perception de l'enseignant. Le rôle de l'enseignant est d'accompagner les élèves dans une démarche de résolution de problèmes. La perception de l'élève, le rôle de l'enseignant, c'est de transmettre la matière. Donc, déjà, on voit là, qu'on n'est pas du tout au même endroit. Là. Donc, dans le premier cas, l'enseignant considère que son rôle, c'est d'accompagner, c'est d'être une forme de coach pour les élèves, parce que le problème appartient aux élèves, et puis c'est à eux, en fait, de mettre en place une démarche de résolution de problème. Mais les élèves, de l'autre côté, eux, ne sont pas du tout dans cette dynamique-là. Ils sont dans une dynamique où je m'assois puis j'attends que tu donnes ton cours magistral. Donc, nature de la rupture, si l'enseignant modifie son rôle en passant, par exemple, d'un rôle de transmetteur de connaissances, ce qui est le cas dans l'enseignement magistral, il doit aviser les élèves de ce changement et surtout de renégocier, en fait, avec eux la nouvelle dynamique. Donc, de discuter, de dire, écoutez, maintenant, ça va être une résolution de problème, je suis là pour vous accompagner. Voici ce que je peux faire, puis voici ce que je ne vais pas faire. Oui, mon rôle a changé, puis ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de cours magistraux. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que pour les prochains cours ou la période qui vient, à ce moment-là, les règles du jeu, en fait, vont être différentes. Parce que si on ne prend pas le temps de l'expliquer, ce qui va arriver, c'est que les élèves vont être dans une certaine posture et puis là, il risque d'y avoir un conflit parce qu'ils vont dire, finalement, ton travail, c'est finalement de nous donner le cours. C'est à toi de nous donner le cours. Ce n'est pas à nous autres, en fait, à résoudre des problèmes si tu ne nous as pas déjà montré comment faire. Donc, c'est très important, en fait, cette renégociation-là, ce qu'on parlait tout à l'heure, la négociation perpétuelle, parce que les rôles peuvent changer. Examinons le deuxième exemple. Donc, les questions à l'examen ne devraient pas mesurer uniquement la mémorisation, mais la compréhension des concepts abordés en classe. Donc, ça, c'est la perspective de l'enseignant. La perspective de l'élève, c'est que les questions à l'examen devraient être identiques à celles répondues en classe durant les activités d'apprentissage. Hein? On voit là encore une fois là, que la perception de l'enseignant, la perception de l'élève, on n'est pas au même endroit. Donc, la nature de la rupture dans ce cas-ci, c'est que les élèves s'attendent souvent à ce que les questions administrées à l'examen soient rigoureusement identiques aux questions ayant servi à apprendre la matière abordée. Si l'enseignant souhaite éliminer la composante de mémorisation, il doit en aviser les élèves. Et ça arrive souvent. Et ça arrive souvent et ça peut créer des conflits, surtout quand l'enseignant ne prend pas la peine de non seulement de le dire, mais aussi de le faire. Donc ça, c'est l'autre aspect aussi sur lequel je vais insister. On va parler, comme je vous dis, là, dans une prochaine vidéo, on va parler de la question de l'alignement. Donc, grosso modo, ce que c'est que l'alignement, c'est très simple. C'est qu'il faut que ce qu'il y a dans le programme d'études, ce que vous allez proposer aux élèves en termes d'apprentissage en salle de classe et ce que vous allez évaluer, ce soit sur une belle ligne droite. Il faut que ça soit cohérent. Donc, la cohérence, elle peut s'appliquer à une échelle plutôt macroscopique, ce que je viens de vous décrire, ou elle peut aussi s'appliquer à une échelle plus microscopique. Donc, si vous annoncez aux élèves que dans le prochain examen, par exemple, il va y avoir des questions de résolution de problèmes et que les problèmes posés ne seront pas rigoureusement identiques à ceux vus en classe, ce que ça va faire en sorte, c'est que les élèves vont se préparer en conséquence. Même s'ils ne se préparent pas d'un point de vue cognitif, d'un point de vue affectif, ils vont se préparer. Ils vont se dire, OK, si j'arrive à l'examen, c'est pas tout à fait la même chose qu'on a vu en classe. Je ne serai pas surpris, je ne serai pas étonné. Et puis, je vais savoir que ça peut arriver. Puis, en principe, je devrais être
adéquatement formés, préparés pour être capables de répondre à ces questions-là, même si elles ne sont pas identiques à celles vues en classe. Donc, dernier exemple, donc certaines questions d'examen doivent permettre de discriminer les élèves. Donc, ça, c'est la perception de l'enseignant. Perception de l'élève, l'enseignant essaye de piéger les élèves avec certaines questions. Ça vous est probablement arrivé d'avoir cette désagréable sensation à un examen de sentir que certaines questions étaient là juste pour finalement nous piéger ou qui portaient sur un petit moment d'enseignement très, très court, mais il y a 2 ou 3 questions là-dessus à l'examen, sur un examen qui a 30 questions, par exemple. Donc, ce sentiment-là de se sentir piégé, là, ça arrive assez souvent de la part des élèves. Alors, la nature de la rupture, des questions mesurant un niveau taxonomique élevé peuvent être interprétées comme des pièges par des élèves qui ne s'attendaient pas à un niveau de difficulté aussi élevé. Donc, parfois, c'est voulu de la part de certains enseignants de piéger, puis même encore là, je mettrais des gros bémols là-dessus. Je pense que généralement, les enseignants sont pas toujours vraiment à l'affût. Je ne suis pas convaincu que les enseignants... En fait, la recherche montre que nous, les enseignants, on n'est pas nécessairement très bons pour estimer la difficulté des questions. Donc, partons avec ça. Et la perception qu'on peut avoir de la difficulté d'une question, étant donné qu'elle n'est pas toujours très bonne, eh bien, ça peut résulter, en fait, des questions qui sont beaucoup plus difficiles que ce qu'on aurait pensé. Et donc, de la part des élèves, d'avoir cette espèce de sentiment-là que des questions très, très difficiles servaient à les piéger. Et comme je disais, il y a aussi j'ai plusieurs exemples de questions qui visent à piéger les élèves. D'ailleurs, je vais vous en montrer une tout de suite. Alors ça, c'est une tâche authentique, un exemple réel qui s'est passé au primaire. Et si vous regardez comme il faut la question, donc c'est une question d'examen sur les verbes, on dit écrire les verbes suivants à l'infinitif présent. Donc, un infinitif présent, donc on a avoir, être, aimer, aller et finir. Alors, vous regardez les réponses de l'élève en question. Qu'est-ce que vous voyez? C'est que l'élève a conjugué, en fait, chacun des verbes. J'ai posé la question à cet élève-là parce que ça donnait bien, c'est ma fille. Donc, j'avais un accès privilégié. Je lui ai demandé, je lui ai dit, tu sais ce que c'est qu'un verbe qui est à l'infinitif présent? Elle dit, ben oui, papa, je sais. Mais je dis, avoir, il est à quel temps? Elle dit à l'infinitif présent. Je dis, pourquoi tu l'as conjugué alors? Elle dit, je l'ai conjugué parce que dans la question, c'est marqué écris les verbes suivants à l'infinitif présent. Fait qu'elle dit, j'ai bien vu qu'il était déjà à l'infinitif présent, mais étant donné qu'on me demande de le conjuguer, de les écrire, elle dit, j'ai pris ce qui me semble être le plus proche, là, le présent, puis je l'ai conjugué. Donc, c'est intéressant parce que d'abord, elle avait compris que la question était absurde. Parce que la question, ils sont déjà à l'infinitif présent. Donc, tout ce qu'on avait à faire, c'était de les recopier bêtement. Ça ne vous fait pas penser au problème de l'âge du capitaine? Non, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, dans son cas, elle a reconnu que l'information qui lui était fournie, les verbes étaient déjà à l'infinitif présent, mais que ça ne faisait pas de sens de recopier les réponses alors que les réponses sont dans la question. Donc, elle s'est dit, ça ne peut pas être ça. L'enseignante ne peut pas avoir fait ça. Eh bien, si, elle l'a fait. Donc, vous voyez que dans ce cas-ci, la question, qu'est-ce qu'elle mesurait vraiment? En fait, elle ne mesurait pas la capacité des élèves à conjuguer ou à reconnaître l'infinitif présent. La question servait surtout, en fait, à estimer le contrat d'évaluation. Donc, cette question-là apporte quoi comme information
absolument rien au point de vue pédagogique. Donc, l'enseignante a écrit en rouge, hein, donc pour montrer qu'il y avait vraiment des erreurs. Et puis, s'est permis commentaire en disant que c'est l'indicatif présent. Oups! Donc, voilà un exemple, en fait, qui peut servir, en fait, à piéger les élèves, qui n'apporte aucune information, mais qui vise à déterminer, en fait, jusqu'à quel point, en fait, les élèves adhèrent, en fait, au contrat d'évaluation qu'on a pu mettre en place. Une autre conséquence de l'utilisation de ce genre d'items-là, c'est la suspicion que ça va amener chez les élèves. Alors, dans le cas de ma fille, je lui ai posé la question par la suite, puis ce qu'elle me disait, c'est que, aux examens qui ont suivi, récitation, tout ça, elle relisait les questions 2 fois, 3 fois. Elle avait toujours le doute. Elle se disait toujours, est-ce qu'il y aurait un piège que je n'aurais pas vu dans la question? Donc, quand on utilise ce genre d'items-là, il ne faut pas sous-estimer les conséquences parce que ça peut amener de la suspicion, ça peut amener un manque de confiance, je dirais, des élèves par rapport aux enseignants. Et ça n'en prend pas beaucoup des questions comme ça, là. Des fois, c'est 1 ou 2 questions. Et oups! Dans le contrat d'évaluation, dans les règles implicites, les élèves comprennent que ça, c'est un enseignant ou une enseignante qui essaie de les piéger. Donc, il faut vraiment être très, très prudent. Ça va vous arriver, hein? Ça nous arrive tous d'avoir ce genre de questions-là. Par contre, quand on le constate, on peut tout simplement l'annuler ou on peut en parler aussi avec les élèves. Leur dire, écoutez, je ne l'avais pas vu. C'est une question que j'ai. Voici ce que j'avais en tête, mais voici ce que vous avez compris. Donc, vraiment, on n'était pas du tout au même endroit. Donc, voici ce qu'on peut décider de faire. Donc, c'est vraiment un aspect qui est très, très important. Puis, de toute façon, on va y revenir plus tard dans le cours. Alors, je vous laisse avec quelques petites questions qui pourront, quelques petits indices, en fait, qui pourront peut-être vous servir pour votre portfolio d'apprentissage. Donc, à la lumière de cette présentation-là, est-ce que vous seriez en mesure de décrire une situation concrète qui illustrerait une rupture dans le contrat d'évaluation? Donc, on a vu quelques exemples avec le contrat didactique, mais aussi avec le contrat d'évaluation. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres exemples qui vous viendraient en tête, qui viendraient illustrer, en fait, cette rupture-là? Est-ce que vous seriez en mesure de donner un exemple d'une composante du contrat d'évaluation qui demeurerait implicite, qui pourrait être contre-productive au point de vue pédagogique? Et quelle stratégie pourriez-vous concrètement mettre en œuvre en situation de salle de classe pour tenter de rendre plus explicite des éléments du contrat d'évaluation? Je laisse là-dessus et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.